Chers amis, j'ai quelque chose d'important à vous dire. La vie est belle. Je voulais vous remercier de m'inviter à participer à ce colloque, certes de façon un peu particulière, mais vous verrez que une façon assez importante pour moi, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre différentes connaissances, différentes expériences pour tenter de faire reverdir les déserts. Ce genre de projet peut paraître complètement fou. Ça a été initié à grande échelle par certaines personnes, dont un japonais qui s'appelle Fukuoka, qui a inspiré beaucoup de monde sur Terre. Et partant de ses expériences, de son expérience à lui, plein de personnes ont essayé de mettre en œuvre des choses et aujourd'hui, près de 60 ans plus tard, de les améliorer, de mieux comprendre et de mieux ressentir ce qui se passe. Le désert n'est pas une fatalité. Et on le verra, ce réchauffement climatique est probablement aussi un effet qui va pouvoir permettre à certaines zones d'avoir plus de pluie. Mais la pluie n'arrive pas toute seule. Elle a besoin de plantes, d'arbres, d'une végétation qui va provoquer la chute d'eau. Et c'est aujourd'hui on voit de lourds nuages traverser le ciel de Ouarzazate, c'est que cette eau est là et que plus il fait chaud, plus l'atmosphère peut contenir d'humidité. Il s'agit maintenant d'imaginer différentes façons de faire tomber cette pluie, différentes façons de la stocker dans les sols et dans les nappes phréatiques, et différentes façons de choisir les organismes, les plantes, les champignons, la vie du sol, les oiseaux, tous les êtres vivants qui vont pouvoir se développer dans ces conditions-là. Mais le véritable défi est de construire un dialogue permanent, surtout avec les groupes sociaux qui se trouvent en situation de pauvreté, de vulnérabilité, de discrimination. D'avoir un dialogue suffisamment fort pour bâtir ensemble un plan de gestion de cet espace forestier, de cet espace reverdi, car il va probablement falloir changer un petit peu nos habitudes. Il va falloir apprendre à faire ensemble. C'est là le plus grand défi qu'il va vous falloir relever. Un des premiers exemples que je voulais vous montrer, c'est celui d'une réserve nationale qui se trouve à la frontière entre la Bolivie et le Chili, alors là, côté chilien. Et vous voyez sur la photo en noir et blanc des arbres qui ont été plantés. Et ce que c'est devenu aujourd'hui, sur une partie de cette parcelle. Et vous voyez qu'il y a des choses qui ont bien poussé, d'autres qui ont été plus en difficulté. Mais ce qu'ont trouvé les gens du Chili, c'est qu'il y a une plante, un arbre assez remarquable, qui a la capacité de fixer l'eau atmosphérique. Cette plante, cet arbre, est bien sûr présent dans les écosystèmes naturels là-bas. Et il se trouve qu'il est également présent dans l'anti-Atlas du Maroc, jusqu'en Afrique du Sud. Et que cet arbre a été l'artisan de cette façon dont la végétation sait capter les lourds nuages d'eau, et que même si l'eau n'est pas visible, parce qu'elle n'est pas condensée sous forme de condensation dans les nuages, elle est quand même présente dans l'air. Les seules choses qui arrêtent ce phénomène-là, ce sont les grands vents chauds. Mais en dehors de ces moments-là, l'eau est capable de pénétrer dans le feuillage des plantes
et de rejoindre la sève, le sol, et de faire vivre la vie de ces sols. Les évaporations récurrentes qu'il peut y avoir aussi dans les zones désertiques arrivent à ce qu'il y ait des zones où l'eau, quand elle tombe, elle ne s'évacue plus. Et donc, la salinité de certains bassins va pouvoir augmenter. Et là aussi, en Bolivie, on voit se développer ces atriplex. Ce sont des plantes qui vivent dans les milieux salins et qui arrivent même à bien s'y développer. Et eux aussi n'ont pas besoin de capter l'eau du sol. Ils vivent simplement de l'eau que leurs feuilles sont capables de capter dans l'atmosphère, dans des sols très salés. La triplex plantée en Bolivie, plantée au Chili, est également une plante originaire du sud marocain. Vous voyez, c'est étonnant de voir que la végétation marocaine a su inspirer de l'autre côté des océans, a su inspirer des gens pour arriver à capter l'eau des nuages et à faire pousser des choses dans des zones d'une extrême aridité. Ce désert que nous voyons, c'est l'altiplano, donc l'Atacama, c'est un désert dans lequel il pleut une fois tous les 6-7 ans, enfin il pleut des pluies significatives qu'une fois tous les 6-7 ans. Moins de 50 mm d'eau par an. Et ça, c'est capable de faire des forêts, c'est capable de faire ce que l'on voit là aussi dans les zones les plus difficiles des massifs de végétation. Et voilà donc le Vachelia, donc cet arbre qui pousse dans l'anti-Atlas au Maroc et qui est capable de couvrir des zones quelquefois assez importantes. Ce que l'on observe aussi à la base de ces arbres, c'est qu'il y a les restes d'une végétation herbacée qui a poussé lorsqu'il est tombé de la pluie, 150 mm d'eau par an, mais continue d'être là, continue de se décomposer. Et pendant toute la période où ces racines de ces graminées vont se décomposer, quand la sécheresse arrive, un peu plus profondément dans le sol, il reste un petit peu de fraîcheur qui va permettre à des micro-organismes du sol de se développer, qui va permettre au sol de devenir vivant, jusqu'à ce qu'il fasse trop sec et que le mécanisme s'arrête. Mais ce que l'on comprend, c'est qu'il faut qu'il y ait des êtres qui meurent, ici des graminées, pour que la strate suivante puisse se développer. Et après les Vachelia, qu'est-ce qui pourrait pousser? Quelle est la strate suivante qui pourrait se développer? C'est ce qu'ont expérimenté les Chinois. Et là, vous voyez une photo. Au début, j'ai cru que c'était un montage photographique, tellement que c'est excessif de voir devant une forêt où il y a même des peupliers et derrière des dunes de sable. Voilà, ça c'est dans un secteur de la Chine qui est dans la Mandchourie, la Mongolie, on va dire, à l'est de la Mongolie. C'est dans ce secteur-là qu'un homme qui, en son temps, avait rencontré Fukuoka, a eu l'idée de faire reverdir le désert et a développé cette technique jusqu'à arriver à des choses comme ça. Là, c'est le même endroit, vu du ciel. On voit les grandes lignes d'arbres et la limite avec la partie qui n'a pas été encore plantée. Ce qui est étonnant, c'est que cet homme a réussi à trouver un itinéraire de plantation en regardant comment la nature le fait, en fait, spontanément, sans irrigation. Car même si chez lui, il pleut presque 200 mm d'eau par an dans son désert, cette eau dans le sol très sableux, ça filtre très vite. Et donc il y a besoin de matière organique, il y a besoin de vie dans le sol pour faire une éponge qui va garder cette eau. Mais surtout, vous voyez que ces lignes sont toutes espacées. On voit des bandes de verre, des bandes de sable, des bandes de verdure, des bandes de sable. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il a su utiliser le relief pour que l'eau, au lieu de s'évacuer, que toute l'eau entre deux bandes puisse couler et atterrir justement à l'endroit où ces arbres sont plantés. Et donc, si on a 200 mm d'eau, mais qu'on arrive à capter l'eau qui tombe sur 2 fois plus de surface,
eh bien, en fait, ça arrive à faire 400 mm d'eau qui vont se concentrer en un petit point. Et là, ça devient possible. Ouarzazate, avec ses 150 mm d'eau, vous voyez, ça pourrait vouloir dire que pour qu'une forêt se développe, il faudrait arriver à avoir près de 600 mm d'eau. Donc on ne va pas pouvoir faire une forêt si on ne regroupe pas l'eau de 4 hectares pour arroser 1 hectare. Mais ce que lui a compris, c'est qu'il suffit de planter sur 1/4 de mètre carré et récolter l'eau du mètre carré entier pour avoir à un endroit juste la quantité d'eau nécessaire et suffisante pour commencer à pouvoir porter une forêt. Et ensuite, une fois que la forêt est en place, bien sûr qu'elle va transpirer, bien sûr qu'elle va perdre de l'eau. Mais comme il a aussi compris qu'avec les vachélias du Maroc, on a la capacité de pouvoir capter une partie de cette eau atmosphérique, qu'avec les atriplex du Maroc, on pourra faire exactement la même chose. Et en fait, on découvre aujourd'hui pas mal de plantes capables d'assumer ce prodige. Eh bien, on va pouvoir continuer à arroser, à capter l'eau sur une toute petite surface, de l'eau de pluie, mais par contre de récupérer le plus possible l'eau qui va s'évaporer des plantes par ces quelques plantes capables de capter cette eau atmosphérique. Et donc, il a réfléchi sur les plantes à mettre en place et il a créé toutes sortes d'arboretums dans plein d'endroits de désert différents. Une quarantaine sur lesquels il a mis une immense diversité de plantes et de repérer celles qui pouvaient se développer dans son désert. Et imaginez que parmi celles qu'il a abondamment multipliées se trouve le frêne dimorphe, le frêne marocain, se trouve le genévrier turifère, issu des turiférées marocaines, un peu plus en altitude que Ouarzazate, se trouve le Tetraclinis articulata, cette espèce de cyprès dont on a repéré une première population indigène qui s'est implantée dans la ville de Ouarzazate. Et ainsi de suite, donc plein d'autres plantes. Et donc, on va essayer de voir en fait quels sont les différents éléments à essayer de mettre en œuvre pour pouvoir faire pousser une forêt sans irrigation. Vous voyez, sur cette photo aérienne là, que j'ai récupérée sur simplement Google, Google Earth, et vous avez donc deux photos, la même photo avec la partie de droite sur ce que c'était avant, la partie de gauche sur ce que c'est devenu aujourd'hui. On voit les lignes d'arbres qui sont plantées et on voit la partie verte qui se multiplie, qui se développe, qui s'intensifie. Et autre fait très curieux, vous pouvez observer que les oueds, les rivières sèches, rien n'est planté dans ces endroits-là. Alors que c'est les endroits où l'eau se concentre, où la vie devrait arriver le plus spontanément. Eh bien non, c'est pas en ces lieux que c'est le plus facile à faire. C'est un peu sur les hauteurs, sur les croupes, sur les versants, sur les endroits où il y a de la pente. Et on voit ces lignes d'arbres se transformer en forêts de plus en plus denses. Et on voit que dans ces secteurs-là, l'humidité revient, elle est de nouveau captée par la végétation. Et sur les sites que cet homme a accompagnés depuis près de 60 ans, il a pu démontrer aujourd'hui que les aquifères, donc les nappes phréatiques, sont en train de se régénérer. La publication est sortie il y a 2 ans dans une revue scientifique prestigieuse qui en tout cas pour moi m'a bouleversé. En France, vous connaissez peut-être cette histoire de l'homme qui plantait des arbres et qu'à un moment, les sources reviennent. Oh, il n'en est pas encore au stade où les sources reviennent en Chine. Mais l'eau est en train de s'accumuler. Elle s'accumulera jusqu'au moment où il y en aura tant et plus que des sources ressurgiront de nouveau dans le désert. Alors, il nous a ouvert une voie qui nous montre que la vie est belle et bien plus belle que ce que nous avions imaginé jusqu'à présent. Toujours une autre vie, donc là on voit bien les lignes de plantation, on voit bien les espaces entre où il n'y a rien du tout, et donc l'eau va s'accumuler
à l'endroit où les arbres sont plantés en suivant le peu de pentes qu'il peut y avoir. Et les oueds ne sont pas du tout plantés, car chaque fois qu'il y a beaucoup d'eau, le courant est tellement fort en ces endroits-là que, en fait, les efforts que l'on pourrait faire pour planter dans ces lieux seraient vite emportés par les flots. Mais son idée, c'est qu'il n'y ait pas 1 mètre carré de son désert dans lesquels l'eau ne puisse pas s'infiltrer en profondeur. Leur système marche tellement étonnamment, d'ailleurs tellement bien, que cette année, donc pendant l'hiver 2024-2025, ils ont embauché près de 80 000 personnes pour planter des arbres selon ces dispositifs-là dans le désert de Gobi, là, ce coup-ci. Voilà. Il veut faire cette année planter une surface de la taille de l'Angleterre. Oui, c'est juste prodigieux. Vu d'en bas, vous voyez, on voit ces plantes, ces arbres qui sont plantés. Donc, alors là, on ne voit pas les lignes sous cet angle-là, mais par petits bosquets à chaque fois. À chaque fois, un arbre, et puis en dessous de cet arbre, plein de petites plantes. Certaines plantes qui vont fixer l'eau, mais également d'autres plantes. Des plantes donc, dont on va voir sur une étude réalisée à l'université d'Alicante, dont on va voir en fait le processus. Alors, l'université d'Alicante a coordonné il y a quelques années un gros programme de recherche sur l'aridification en zone méditerranéenne. Ces travaux sont disponibles dans le corpus du GIEC. Et donc, ce qui était rigolo, c'est que en regardant cette étude, les Européens qui ont l'habitude de lire de gauche à droite ont vu une forêt qui génère sa propre eau, qui commence à subir différents déclins de la végétation, du sol, et un effondrement dit systémique, 3 effondrements systémiques, passer d'une forêt à un désert. Mais que les Chinois, comme tout le monde arabe qui lit de droite à gauche, y a vu autre chose. Il a vu comment transformer un désert en une forêt. Voilà, et cette étude est tout à fait intéressante parce qu'elle nous explique les phases. Et la toute première phase, pour passer de droite à l'endroit où on est dans une zone désertique, à gauche une forêt, elle consiste à faire mourir des plantes. C'est troublant. Tout commence par un don d'être vivant, comme ces petites herbes qu'on a vues tout à l'heure sous les vachélias du Maroc. Des plantes qui meurent pour que d'autres puissent pousser. Et tant qu'il n'y a pas suffisamment de plantes mortes dans cet écosystème, l'écosystème fait surgir spontanément toutes sortes de maladies, de pathologies, de dégénérescences qui vont tuer les arbres qu'on a tenté de planter. Et donc, il ne faut pas perdre espoir que dans les premières plantations qui peuvent être faites, il y a des choses qui vont disparaître, mais qu'il est important de laisser toute cette matière organique qui meurt à un endroit précis, à l'endroit où c'est mort, pour que d'autres plantes puissent repousser dessus et à chaque fois utiliser la matière organique liée aux êtres qui meurent. À grande échelle, on ne peut pas couper des forêts tropicales pour remettre cette matière organique dans des déserts et les faire repousser. Ce ne serait pas logique. Il faut à chaque fois trouver les plantes qui vont pousser rapidement, très rapidement, pendant les petites saisons des pluies, et que tout le végétal qui va être produit à ce moment-là, d'en laisser une grande partie pour nourrir la vie du sol. Voilà, et c'est le premier pas qu'il va nous falloir franchir. Et ça, donc, dans le faire ensemble, sera une répercussion assez importante. C'est que les gens vont voir des lieux verdoyants, mais dans lesquels il faudra réfléchir à la façon de partager cette verdure entre les animaux qui pourraient pâturer dans ces lieux-là et ce dont le sol a besoin, les animaux qui vivent dans le sol, les fourmis, les termites, les vers de terre, tous les petits insectes, qui eux aussi vont avoir besoin de manger. Et qu'on a à réfléchir à la façon de mettre ce curseur entre ce que l'humain va pouvoir récolter et ce qui devra rester en place dans la nature, sur la parcelle, pour que la vie puisse à son tour se développer.
Et ça, c'est de la pédagogie. C'est de le faire ensemble, avec les personnes qui souffrent. De belles expériences ont été faites dans la zone sahélienne, justement, où au début, pendant des années, plein de monde, même les pays européens et pays industrialisés, ont largement financé des plantations de forêt dans cette grande muraille verte, pour des résultats très faibles, jusqu'au moment où la réflexion a été réalisée avec les gens qui vivent dans cet espace, pour justement savoir comment répartir les fourrages, comment ne plus pâturer ces lieux-là au début pour démarrer le système, comment ne plus récolter le bois qui va être produit dans ces lieux-là au début pour démarrer le système, jusqu'à ce qu'il commence à y en avoir suffisamment et qu'on puisse le récolter un peu plus tard. Mais au début, voilà, c'est la part du sol. Donc le premier élément va être lié à ça, donc aux matières organiques qui pourront rester en place dans le sol, donc à tout ce qui va mourir. Et le deuxième élément donc va être lié aux animaux, aux bestioles qu'il y aura dans le sol. Et toutes ces petites bestioles, en fait, ce sont des animaux, donc c'est fait de protéines. Il y a besoin de nourrir le sol avec des protéines. Et dans ce qu'ont pu réfléchir les gens de Bolivie, du Chili, de Chine, ils se sont aperçus que 40% des plantes à introduire doivent être des plantes fixatrices d'azote, des légumineuses. Il y en a d'autres également, mais dans les zones désertiques, ce sont surtout les légumineuses. Et que chacune de ces plantes doit aussi être associée à une microfaune, une microflore de champignons et de bactéries qui soient adaptées aux territoires dans lesquels on les implante. Aujourd'hui, on a vu plein de gens essayer de mettre des mimosas australiens dans des zones désertiques, mais comme il n'y a pas les bons micro-organismes dans le sol, ça ne marche pas. Ou les mimosas se développent tout seuls, et pas les autres plantes, ou alors quelquefois il n'y a rien qui pousse, et chaque fois qu'on s'acharne à essayer de faire venir quelque chose qui n'est pas adapté à un territoire, tant qu'on n'a pas réfléchi à la façon dont la microbiologie des sols va pouvoir évoluer, eh ben, ça a du mal à se réaliser. Voilà. Et donc, on a ces éléments. Donc, vous voyez là un réseau de mycélium. Et ce réseau, donc, qui est très très grossi au microscope, vous voyez qu'il est entouré d'une pellicule d'eau. Et ça, c'est ce qui va faire la réserve en eau des sols, qui est très faible dans les sols qui sont pleins de sable, les sols sableux, qui est quasiment inexistante dans les sols qui sont très compacts. Et pourtant, ces champignons vont être capables de rentrer dans les anfractuosités du sable, et même dans des anfractuosités microscopiques qu'il peut y avoir dans les zones un petit peu compactes, pour stocker de l'eau autour d'eux. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une pluie, cette eau reste stockée dans le sol. Que chaque fois qu'une plante capte de l'eau par ses feuilles et la re-rentre dans le sol, cette eau va être stockée autour en fait, de ces champignons qui décomposent la matière organique. Là, nous observons un autre type de micro-organismes qui forment des nodosités, c'est-à-dire ces petites boules que l'on voit sur une racine de légumineuse, nodosités qui sont rouges à l'intérieur, rouges comme du sang, qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique pour en faire des acides aminés, des protéines, qui vont permettre de nourrir tous les animaux du sol qui, eux, vont faire vivre le milieu. Voilà, nous avons besoin de beaucoup d'animaux pour construire le sol. Les terriers, les passages, les galeries de vers de terre, de fourmis, d'insectes, sont autant d'éléments qui vont augmenter la porosité du sol et augmenter sa capacité à garder de l'eau. Les humains ne savent pas faire ces choses comme là. C'est un rôle qui est celui de toutes ces petites bactéries, de tous ces petits champignons, de tous ces petits insectes qui font le sol. Faire ensemble, c'est aussi faire avec ces éléments de la nature qui existent, qui nous sont offerts et avec qui nous devons apprendre à œuvrer. Et donc le dernier élément important, c'est ce qu'on appelle des champignons mycorhiziens.
Donc là, il s'agit d'autres types de champignons qui sont microscopiques, que l'on ne voit que rarement à l'œil nu. Ces champignons ont la capacité de se connecter aux plantes et de relier différentes plantes entre elles. Ces champignons mycorhiziens sont indispensables dans les systèmes désertiques. Et d'ailleurs, ils sont même souvent précurseurs. C'est parce qu'ils sont là que le sol se remplit de champignons qui poussent à une vitesse très rapide. Vous avez tous vu un fruit pourrir et se recouvrir de moisissures. En quelques heures après une pluie, ces champignons peuvent se développer d'une façon tellement intense qu'ils peuvent occuper presque toutes les cavités disponibles dans le sol, enfin les micro-cavités disponibles dans le sol. Et ils sont connectés directement aux racines des plantes qui leur permettent de capter cette eau-là. Et de la même façon, les plantes qui vont capter l'eau atmosphérique vont aussi, par ces champignons-là, permettre de faire passer cette eau directement du Vachellia ou de la triplex aux autres arbres que nous aurons à côté et qui, eux, pourront bénéficier justement de tout ça. Il se trouve que dans les zones désertiques, ces champignons sont très fréquents et nous le verrons plus tard. Il y en a quelques-uns que vous connaissez très bien et sur lesquels nous pourrons peut-être réfléchir aux façons de nous appuyer pour construire ces nouveaux écosystèmes. Mais le premier élément, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Pas d'eau, pas de vie. La méthode la plus ancestrale, la plus simple, la moins onéreuse pour développer ça, qui se justifie dans les zones que l'on veut mettre en culture, parce qu'elle demande quand même pas mal de travail humain, c'est la technique des ailes, très très développée dans tout le pourtour sahélien, dans toutes les zones d'une grande aridité. Donc c'est juste des petits trous que l'on fait dans le sol, dans lesquels on essaie de mettre un petit peu de matière organique. Il faut toujours faire de don de quelque chose qui meurt pour que ceux qui suivent puissent se développer. Et donc ces petits trous, vous concentrez toute l'eau qui va tomber du ciel et qui va, pendant la saison des pluies, se retrouver concentrée dans la petite cavité de ce trou, où les agriculteurs plantent des céréales, plantent des légumineuses, plantent... donc là, on voit sur cette après une pluie, donc de voir toutes ces plantes qui germent dans ces trous et où l'eau se concentre. Et donc, si on n'a que 150 mm d'eau, dans ce trou, il est tombé 600 mm d'eau, 4 fois plus. Ce qui permet de démarrer les choses de façon assez importante. Et là, on voit donc ce que font traditionnellement les agriculteurs dans la zone sahélienne, avec une plante céréale qui va, et puis avec un haricot légumineuse, qui va lui aussi faire ses petites nodosités et permettre à la vie du sol de se développer. Et donc, dans ce trou, d'année en année, on a de plus en plus de sol. Les gens qui font ça les remettent en culture chaque année, mais ça peut servir de base, en fait, pour quelqu'un qui, après avoir mis dans ces trous des plantes qui vont faire de la matière organique, qui vont faire de l'azote, commencer à planter des arbres. Les gens qui expérimentent ça le font à une autre échelle. Au lieu de faire des petits trous, donc ça se fait sous forme de ce qu'on appelle des demi-lunes. C'est ce qu'on voit dans cette photo prise dans le nord du Togo, où sur de grandes surfaces, donc les gens font des demi-lunes sur des petits, un petit trou. La terre est ramenée sur un côté, et donc chaque fois qu'il pleut, ça fait un petit barrage où l'eau va se concentrer au milieu. Et dans ces trous, les gens essaient de mettre tout ce qu'ils peuvent trouver en termes de matière organique. Ça, c'est quand on les démarre, bien sûr, sur des systèmes où on a de la matière organique à disposition. Et quand on n'en a pas, on attend la pluie. Donc là, c'est une photo qui est prise au Kenya, en marge du Serengeti. Et vu de haut, vous voyez, donc, pareil. Les gens ne vont pas faire tous ces petits barrages sur les oueds, sur les zones où il y a du ruissellement ou du ravinement. Ils le font à côté, de façon à retenir toute l'eau, qu'elle n'aille pas dans les oueds, justement, qu'elle s'infiltre dans le sol. Et donc, ça nécessite une vision, une approche pour bien comprendre où les placer. Donc ça, c'est un des plans qui a été réalisé au Kenya. Après la pluie, vous voyez que les premières plantes qui ont été semées dedans se mettent à germer. Alors, vous voyez qu'il y a certaines demi-lunes où ça a bien poussé, d'autres où ça n'a pas poussé. Et
Bien évidemment, tout n'est pas aussi simple. Il faut à chaque fois comprendre et ressentir ce qui est bien, mais chez eux, ça a quand même assez bien marché. Et vous voyez sur ces photos qui sont prises juste à 2 ans d'intervalle, eh ben, avant, après. Une zone à la même saison, au même moment, une zone en cours de désertification, et une zone qui est complètement verte, complètement généreuse. Dans ces secteurs-là, de toute la zone sahélienne, c'est pas du tout la même situation qu'au Maroc. Les zones sahéliennes, ce sont des zones qui étaient des forêts, qui ont été surpâturées, et dans lesquelles, dans le sol, il y a encore la trace de tous les micro-organismes, de toute la vie, qui permet de reconstituer des écosystèmes et une forêt. Au Maroc, ce n'est pas le cas. Ça fait peut-être 10-12 000 ans qu'il n'y a pas eu de forêt au Maroc. Et donc, toutes les traces de vie qu'il peut y avoir dans le sol, qui pourraient permettre de redémarrer une forêt, ne sont plus présentes. Donc, il va falloir aussi recourir à d'autres formes de stratégies pour faire venir la vie, les informations, le ferment qui va permettre à toute cette vie de se développer. Juste une petite aparté sur la façon dont l'eau est gérée dans les oasis marocaines. Et vous voyez que les planches de culture sont toujours entourées d'un petit muret. Certes, ça permet de délimiter des canaux par lesquels l'irrigation va pouvoir venir, mais l'autre énorme avantage qu'il y a là-dessus, c'est que lorsqu'il pleut, l'eau ne ruisselle pas et s'infiltre directement dans la parcelle de légumes. Mais ce savoir-faire des anciens est inscrit dans la façon dont les humains, aux portes du désert, ont réussi à faire pousser des plantes, et que ces gestes, qui certes ne sont pas très pratiques pour les histoires de mécanisation, sont quand même des gestes importants, car ils permettent cette infiltration, cette économie qui empêche l'eau de couler trop vite et de s'évacuer vers les oueds. Le Maroc, donc, a un savoir-faire ancestral, et il a aussi un champignon particulier. Je vous ai expliqué que les champignons sont capables de développer beaucoup de mycélium très rapidement. Et chez vous, il y a les terfès, qui poussent sur des petits hélianthèmes. Vous voyez à droite la taille des petits hélianthèmes, ils sont minuscules. Et pourtant, à partir de là, un énorme champignon, en quelques semaines, va pouvoir se développer. Certes, ce champignon peut paraître gros, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a à peu près 60 à 70 fois le même volume que champignon en mycélium dans le sol. Et ce mycélium se constitue en très peu de jours et va être capable de constituer beaucoup de matière organique dans le sol. Et ça peut être dans certains secteurs, les plus sableux, dans lesquels les hélianthèmes, qui sont la plante hôte de cette truffe, avec lesquelles le champignon peut vivre, dans lesquels ces hélianthèmes peuvent pousser, dans lesquels on pourrait imaginer de démarrer des cycles de production de forêt. Au début, au commencement, il n'y a rien. Il y a la lumière, il y a l'eau, et toutes ces bestioles, ces êtres minuscules qui sont sous nos pas et qui construisent les choses qui préparent nos écosystèmes. Et là, vous voyez un exemple de ce que ce mycélium de terfès peut représenter dans le sol. Vous voyez, c'est excessivement dense, c'est tout blanc, et ça représente en fait le tout début de ce qui pourrait devenir une forêt. Donc voilà, vous l'avez compris, d'abord de la vie dans le sol, des plantes qui fixent de l'azote, des plantes herbacées, des plantes arborées, des plantes qui vont faire, dont le rôle va être de mourir, donc qui vont faire un petit peu de bois et qui vont ensuite se décomposer sur le sol. Beaucoup de légumineuses qui vont permettre de fixer cet azote atmosphérique pour nourrir plein d'animaux dans le sol. Et puis toutes ces plantes qui sont susceptibles de capter l'eau atmosphérique.
Donc ces recherches sont menées en fait en France par différents passionnés, différents instituts. Et là, je voudrais citer justement quelques pépinières avec lesquelles nous avons beaucoup œuvré pour commencer à comprendre ce phénomène. Des pépinières philippides qui sont dans le sud-est de la France, qui proposent toutes sortes de plantes pour les milieux très secs. Tout près de chez moi, j'habite en Corrèze, donc dans le Lot, les pépinières, les senteurs du Quercy aussi, qui travaillent avec des plantes pour des milieux très arides. La station d'expérimentation de Châtrier-Ferrières, où j'ai longtemps œuvré, et où cette question de l'aridité est au centre de nos préoccupations. Comment adapter les itinéraires techniques des producteurs agricoles au réchauffement climatique. Et puis donc deux personnes dont on voit une partie du site là chez monsieur et madame Casal, deux personnes tout à fait extraordinaires qui dans les années 70, ont acheté une forêt à côté de Montpellier, dans une zone de garrigue, qui a toute brûlé quand ils ont démarré leur projet. Et ils n'ont eu de cesse, depuis, de parcourir le monde à la recherche de plantes capables de vivre dans des déserts, et puis surtout pour eux, qui ne brûlent pas, de créer des écosystèmes qui résistent même aux incendies. Voilà, et qui sont pour nous des pourvoyeurs importants d'une grande expérience de cette façon dont l'eau peut se capter dans des écosystèmes et de cette beauté du vivant. Le tout dernier élément que je veux apporter, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait de la vie dans le sol. Mais d'où vient cette vie? Comment est-ce qu'elle circule sur Terre? D'où peuvent venir les micro-organismes qui n'existent plus à Ouarzazate? Je vous ai mis une carte établie par l'Institut Max Planck des migrations des oiseaux, de tout ce qui contourne la Méditerranée. Vous voyez que le Maroc est d'un nœud très important des oiseaux migrateurs entre tous ceux qui viennent de la zone sahélienne, qu'on voit dans le bas de la diapo, et qui vont jusqu'en Espagne, en France et dans le nord de l'Europe. Que ces courants migratoires qui parcourent tout le sud-ouest du Sahara jusqu'au nord de l'Europe, que tout ça c'est lié par des oiseaux qui font des migrations. Et chaque fois qu'un oiseau s'arrête dans une oasis du sud, dans un endroit plein de plantes, plein de fruits, plein de légumineuses, plein de légumes, plein de plantes sauvages également, il transporte avec lui, sur ses pattes, dans ses plumes, et même dans ce qu'il aura mangé, un petit peu de ces écosystèmes. Et qu'aujourd'hui, dans ce qui se met en place, dans des endroits où la vie prospère, les oiseaux sont aujourd'hui ceux qui permettent de construire les nouveaux écosystèmes de demain, car ils voyagent et ils transportent avec eux un petit peu de toute cette vie microscopique qui permet de construire des sols dans un monde qui s'aridifie. Les oiseaux sont nos alliés. J'ai cru comprendre qu'à Ouarzazate, il y avait de plus en plus d'oiseaux migrateurs qui s'arrêtaient, liés à des mémoires ancestrales que les oiseaux ont gardées dans leur gène depuis la nuit des temps, et liés aussi très probablement à l'apparition de merveilleuses zones humides aux alentours des barrages. Voilà, et que ces oiseaux qui passent par Ouarzazate ont en eux quelque chose qui permet aux écosystèmes de s'adapter, qui permet de construire ces nouveaux écosystèmes. Et donc nous allons avoir besoin des oiseaux pour avancer dans ce reverdissement du désert. Alors, j'ai trouvé une photo de cigognes à Ouarzazate. J'aime bien les cigognes parce que on dit qu'elles apportent les bébés, qu'elles sont signes de fertilité en France. Je ne sais pas ce qu'il en est au Maroc, mais ces cigognes sont un grand symbole de fécondité. De savoir qu'elles passent chez vous et ensuite chez nous, qu'elles amènent un petit peu de Ouarzazate jusqu'au plus au nord et que, par ce phénomène-là, elles permettent à plein d'écosystèmes
de s'adapter au réchauffement climatique. Voilà, les oiseaux sont nos amis. Et pour conclure, je voudrais partager avec vous cette petite poignée de cailloux que vous voyez là sur mon ordinateur au moment où je mettais cette diapo des oiseaux. Ma famille, avant l'indépendance, était originaire d'Algérie. Ma grand-mère du sud, aux portes du désert. Une dame d'une grande pureté, d'un savoir très pratique, très concret. Oh, elle n'avait pas fait de grandes études. Mais arrivée en France, après être arrivée là-bas en 1962, je suis né en France, j'ai même été conçu en France. Mais j'étais tout petit et je me rappelle qu'un monsieur de Ouarzazate était venu et avait apporté ces petits cailloux blancs. Il m'avait dit que c'était les cailloux du Petit Poucet qui ont parcouru mon chemin et qu'aujourd'hui, avec ce merveilleux projet, j'ai un peu le sentiment que ces petits cailloux sont comme un retour aux sources, aux portes du désert, de mes divagations sur Terre, qui m'ont permis de rencontrer des tas de gens fabuleux, des tas d'écosystèmes merveilleux, des tas de plantes, d'animaux, des agriculteurs fabuleux. Et qu'aujourd'hui, je serai très heureux de pouvoir restituer ce trésor à Ouarzazate. Ces petits cailloux ont porté en moi cette image de la colonisation qui est toujours dans mon cœur et qui est toujours présente. Et quelque chose sur lequel j'aimerais pouvoir mettre enfin une fin. Vous rapportez ces petits cailloux et tout ce savoir qu'ils ont pu commencer à générer dans mon itinérance sur ce monde, de ces connaissances des milieux arides, des milieux secs, de l'eau, de la vie, que je souhaiterais rapporter et vous offrir. La vie est belle.